مرحبا بكم في نسخة جديدة من برنامجكم قناة أطلس الذي يعنى بشؤون الجالية المغربية عبر العالم. اليوم وفي لقاء قناة أطلس عادل فركان يلتقي الكاتب الكبير الطاهر بن جلون. بورتري أوروبا مع نور الدين بن دريوش من بروكسل. في أطلس شاو نلتقي نجم الأغنية المغربية سيمون سايز. بورتري أمريكا مع عبد السلام الإدريسي من نيويورك. Notre invité, l'écrivain vedette, que je ne présente plus tard, Benjelloul. Monsieur Benjelloul, vous avez enchaîné les romans depuis à peu près 40 ans, une quarantaine d'années, où vous écrivez, vous posez un certain nombre de choses, y compris au sein de cette société qui parfois a du mal à se retrouver. Alors Taha Benjelloul, tout d'abord bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir, ça dépend à quelle heure passe l'émission. Merci d'être avec nous. En prie. Alors dites-moi, vous êtes d'origine marocaine de Fès, vous êtes écrivain. Je suis marocain, pas d'origine, je suis marocain absolu. Marocain absolu de la région de Fès. Oui, de Fès, je suis né à Fès. Oui. Vous êtes né à Fès. Vous y retournez de temps en temps? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que, quand vous y retournez, c'est plutôt cadre familial ou plutôt... Oui, dans le cadre familial, parce que j'ai encore ma soeur, ma tante, tout ça. Mais quand je retourne à Fès, dans la vieille ville où je suis né, où j'ai vécu, j'ai beaucoup de... Je souffre parce que c'est une ville qui est en train de souffrir. Donc, bon, c'est comme ça. Pourquoi vous dites qu'elle souffre? Parce que tous les trésors de cette vieille ville sont en train de tomber en ruine. Enfin, il y a quelques maisons qui ont été restaurées, c'est justement les maisons des gens riches. Mais dans l'ensemble, Fès, elle perd un peu de sa santé physique, en tout cas. Pas spirituelle, mais c'est... Oui. Peut-être interpeller le roi ou le Maroc? Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Oui, oui. Bon. Alors, dites-moi, les œuvres, vos œuvres, à travers le monde, sont extrêmement connues. Je vais commencer, tiens, par L'Enfant de sable, paru au Seuil, aux éditions Le Seuil, en 1985. La Nuit sacrée, vous avez eu le prix Goncourt, hein, c'était en 1987. Très vite après, Le racisme expliqué à ma fille. Je parle du racisme, je vais m'arrêter là sur Le racisme expliqué à ma fille, parce qu'il a été vendu à succès, 400 000 exemplaires. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Taha Benjelloul, que c'est une de vos œuvres qui a marqué le monde partout? Oh, de toute façon, oui, ça a marqué, mais ce n'est pas une œuvre littéraire, c'est un travail pédagogique d'un père qui parle à ses enfants. Et je me suis trouvé à parler aux enfants du monde entier parce qu'il a été traduit dans 35 ou 36 langues. Et c'est un livre d'éclaircissement, c'est fait pour les écoles, pour que les enfants qui ne naissent pas racistes ne le deviennent pas. Parce qu'on devient raciste en entendant les parents ou les voisins ou les profs ou l'environnement déblatérer des bêtises et des préjugés. Donc moi, je vais dans les écoles et j'essaie un peu de les prévenir de attention, ne tombez pas dans ce piège, le racisme, c'est une horreur parce qu'un jour ou l'autre, c'est vous qui serez victime de racisme. Ça commence par les insultes, ça se termine dans des chambres à gaz. Il faut faire très attention à ça. Comment ils accueillent votre message? Est-ce qu'ils l'entendent? Très très bien. Non, non, très, moi très bien. Je vais très souvent, là je rentre du Maroc où j'ai vu 500 élèves de plusieurs collèges à Tanger. On a parlé pendant 1h30, 2 heures même de ce problème, parce qu'en même temps je parle du racisme planétaire, parce qu'il n'y a pas que les Européens ou les Blancs, tout ça. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mon dernier livre, mon dernier roman, Le mariage du plaisir, j'attaque le racisme des Marocains contre les Noirs, qui est une vieille tradition, malheureusement, depuis que les commerçants blancs de Fès et de Casablanca ramenaient des esclaves noirs avec eux, faisant partie un peu de leur butin commercial. Donc, et puis le comportement de certains Marocains blancs qui ne se considèrent pas tellement africains vis-à-vis à l'égard de ces malheureux subsahariens qui viennent pour traverser, qui restent et qui sont là, qui sont mal perçus. Quoique... Ça aussi, vous l'avez condamné fermement. Hein. Oui, je le condamne toujours. Mais qui vous là, à cœur, en même temps, je pense que le fait d'avoir tiré les sonnettes d'alarme, le gouvernement a quand même régularisé plus de 20 000 subsahariens qui n'avaient pas de papier. Alors justement, Taha Benjelloul, vous avez fait référence
à ces actes horribles, hein, monstrueux, et notamment référence à cette série d'attentats. Monsieur Benjeloul, clairement, je vous pose une question très simple. Vous savez, depuis les attaques de nombreux musulmans, français, hein, français issus de l'immigration, je parle des Maghrébins de France, vivent dans la crainte, y compris des amalgames, la crainte des amalgames. Par exemple, je vous cite, hein, des lieux de culte pardon, ont été vandalisés en Corse, et puis dans le nord de la France, et puis quelques-uns ici qu'on peut noter. Clairement, la communauté maghrébine se sent stigmatisée. Vous leur dites quoi? Elle vous regarde ce soir. Vous lui dites quoi? Parce que elle a peur finalement. Elle aussi, dans l'autre sens. Absolument, mais c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux autres. J'ai dit, mais les musulmans ont été les premières victimes de ce terrorisme, de cette espèce de fanatisme terrible qui nous vient de Syrie et d'Irak. Mais en même temps, en France, il n'y a pas la peur de l'islam, il n'y a pas l'islamophobie, comme on dit. Il y a la haine de l'islam. Les gens détestent cette religion. Et il y a eu un sondage récent dans Le Figaro qui a montré que plus de 61% de Français ont une très mauvaise image de l'islam, pas de l'islamisme, mais du terrorisme, de l'islam, tout simplement comme religion, comme culture. Et que les Allemands ont 71%. Donc on est... les dégâts que le terrorisme a causés sur l'islam sont énormes. Et malheureusement, ce sont les populations musulmanes en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, qui payent ces dégâts. Ce sont eux qui sont mal vus, ce sont eux qui vont être, d'une façon ou d'une autre, victimes quasi permanentes. Dans tout, dans l'embauche, dans le travail, dans la vision qu'on a d'eux, etc., dans les suspicions qu'on peut poser sur eux, les vérifications d'identité, ça va poser d'abord par eux, etc. Donc il y a une situation intolérable et que c'est pour ça que dans le livre sur le terrorisme, j'explique qu'ils sont aussi victimes que ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Alors, ce sera ma dernière question pour clore le chapitre de cet homme engagé que vous êtes. Les Français d'origine marocaine, les Français d'origine maghrébine, plus globalement, est-ce que vous pensez vraiment, M. Taher Benjeloul, ils ont un avenir en France, en Europe? Parce que la communauté marocaine, elle est nombreuse en Europe. Oui, il y a beaucoup de Maghrébins, enfin, il y a des millions. Je suis un peu sceptique parce que l'intégration telle qu'on l'a rêvée n'a pas eu lieu. Il y a quelques éléments qui sortent, qui se débrouillent, qui arrivent quand même à émerger, bien sûr, dans la musique, dans le cinéma, dans l'art, même dans la littérature, dans la danse, dans l'économie, c'est certain. Mais par rapport au nombre, c'est très peu. Très peu. Et quand j'ai vu l'autre jour que Sadiq Khan, le Pakistanais, le Britannique d'origine pakistanaise, musulman, a été largement élu à Londres, j'ai dit jamais en France, nous verrons ça, jamais. Pourquoi il y aura... Un Sadiq Khan un jour en France, ce n'est pas possible. Non, on ne verra pas parce qu'il y a déjà au départ... C'est inquiétant ce que vous dites. Déjà au départ, au parti, que ce soit socialiste ou autre, il y a déjà des barrières et des frontières et une politique d'exclusion, pas voulue, pas systématique, mais c'est dans l'inconscient. Parce que les relations entre le Maghreb et la France sont des relations qui se souviennent du colonialisme, de la guerre, etc. Donc on n'a pas des relations saines. Alors qu'en Angleterre, le Pakistan et la Grande-Bretagne, finalement, ils s'ignorent. Mais en même temps, un Britannique d'origine pakistanaise, il a été élu par des Britanniques, par des Anglais. Donc vous êtes en train de me confirmer très peu d'avenir en France pour les Français d'origine j'espère que je me trompe. J'espère que je me trompe. J'espère que vous vous trompez. Dernier chapitre. En quelques minutes, parce que on a quelques minutes là justement pour l'entretien de Canal Atlas, Taher Benjeloul, votre relation France-Maroc, hein, on va en parler, il y a sans tabou? Bien sûr, sans tabou. On va parler, vous savez, de votre histoire avec le Maroc. Alors, d'abord, vous connaissez très bien le Maroc, vous aimez le Maroc, ça... C'est mon pays, c'est normal. C'est votre pays, on ne peut pas le cacher. Quelle est votre relation, clairement, sans langue de bois, s'il vous plaît, quelle est votre relation aujourd'hui avec le Maroc, aujourd'hui? D'abord, moi, j'y suis très souvent, j'y suis 4-5 mois de l'année au Maroc avec des va-et-vient. Et à chaque fois que j'arrive, je suis en colère parce que j'ai tellement de choses que je n'aime pas. Dès que j'arrive à l'aéroport, je vois comment les choses... Il y a au Maroc un laisser-aller, un manque de sérieux et un manque de ponctualité, un manque d'exactitude, de précision qui m'énerve. Pourquoi? Parce que je voyage beaucoup, je vois comment les gens se comportent ailleurs et chez nous, on devrait quand même donner un peu plus une meilleure image. Deuxième point, je suis marocain, donc je suis forcément le premier à réagir et j'aime mon pays, c'est parce que j'aime mon pays et que je tiens beaucoup à ce que mon pays avance et soit un très beau pays et qui ait sa place, une belle place dans le monde, que je critique et que je dénonce. Et ça, c'est
c'est naturel. Je suis aussi sévère avec la France parce que et Dieu sait si j'ai écrit des choses terribles sur la France. Donc quand on aime un pays, on le critique forcément. Et moi, si je dois parler aux Marocains, évidemment, je suis pas mandaté, je suis comme eux, je suis un citoyen parmi tant d'autres. Mais je supporte plus les gens qui veulent des passe-droits. Vous faites l'accueil, ils peuvent passer devant. Ils conduisent comme des voyous parce nous avons malheureusement un taux de mortalité sur les routes qui est scandaleux par rapport à la population que nous avons. Les gens ne se respectent pas mutuellement. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Et puis, j'ajoute une chose, il y a une violence de plus en plus accrue maintenant à l'égard des femmes au Maroc qui s'exprime. J'ai deux filles qui lorsqu'ils sont au Maroc, s'ils ne sont pas en voiture, s'ils marchent à pied, elles souffrent de l'agressivité et le harcèlement du voyou, des gens qui parfois ont l'air bien habillés, tout ça. Mais il y a au Maroc une espèce de permissivité donnée à l'homme qui insulte, qui dit des gros mots. J'étais une fois avec mes filles et j'entendais des très gros mots qui m'ont fait rougir. Ce sont des choses inacceptables. Et ça parce que le Marocain, en général, pas tous les Marocains, mais certains Marocains ne sont pas éduqués, n'ont pas reçu l'éducation, ne sont pas cultivés, ils ne sont pas civilisés. Ça, je le dis franchement devant eux, et je le répéterai si je devais le répéter. Même si ça doit faire quelques vagues. Mais bien sûr, il faut faire des vagues. Non. Parce que la plupart des Marocains pensent comme moi. Parce que quand on est au Maroc, de quoi on parle? On parle du Maroc. C'est curieux, hein? Le sujet principal des Marocains, c'est leur pays. En France, on parle d'autre chose. Au Maroc, on parle que... Alors, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi il y a la corruption ici? Pourquoi ce juge a pris de l'argent? Pourquoi ce gendarme a été pris en flagrant délit? Pourquoi ce type a violé une petite fille ou un petit garçon? On ne parle que de ça, parce que les Marocains d'aujourd'hui, il y a une catégorie de Marocains d'aujourd'hui qui veulent que leur pays sorte de ces images horribles. Tahar Benjelloul, on arrive au terme de cette émission, de cet entretien, pardon. Alors, très court, votre ville préférée, et pourquoi? Tanger. Tanger, pour quelle raison? Oh, parce que c'est mon enfance. Ah, j'aurais parié Fès, non, même pas. Non, parce que Fès, je vous dis tout à l'heure, je souffre quand je suis à Fès, je suis pas bien, je suis pas à l'aise à Fès. Alors Tanger, pourquoi? Parce qu'il y a deux mers, l'Atlantique et la Méditerranée, et j'adore ça. Qu'est-ce que vous y faites Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à Tanger? Racontez-nous, on a besoin de plonger un peu avec vous de façon... Non, mais le matin, je vais au Café de Paris, qui est Place de France, qui est un des plus vieux cafés de Tanger. Je prends soit un café, soit un jus d'orange. Oui, j'y vais le matin parce que je rencontre des amis, on discute, je vois passer tout le monde. Tout ça. Et pour moi, c'est très agréable, c'est tout. Je suis un homme du peuple, je vais dans des cafés populaires et je regarde, je discute avec tout le monde, c'est très sympathique. Très sympathique. Votre repas préféré? Au Maroc oui. Ah oui, au Maroc. Moi, je suis très poisson. J'aime bien les tagines de poisson avec tchermila et tout ça. J'adore ça. Vos vacances au Maroc, c'est où? Ça se passe où? Pas de vacances. Moi, je ne connais pas de vacances. Je ne sais pas ce que c'est que les vacances. J'ai toujours écrit ou peint ou travaillé. Non. Je suis à Tanger parce que j'ai l'habitude d'y aller parce que je suis à Tanger tous les étés, mais c'est pas vraiment des vacances. Si je vous dis que l'ensemble des Marocains, enfin certains en tout cas, considèrent que vous êtes, quand on dit, en tout cas quand on lâche ce mot, ce nom d'une personnalité, Tahar Benjelloul, certains disent « Ah, c'est l'ambassadeur du Maroc ». Vous leur répondez quoi? Vous leur dites quoi? Ça vous fait plaisir? J'ai pas mes lettres de créance, en tout cas. Non, ambassadeur, non, moi je ne suis pas un bon ambassadeur parce que je critique tout le temps. Or, les ambassadeurs, ils ont le droit de raison, ils disent rien, ils ne peuvent pas dire du mal d'un pays où ils critiquent jamais rien, ils ne peuvent pas critiquer. Non, je suis fier d'être Marocain. Certains même pensent que vous êtes l'ombre du palais. Non, alors là vraiment, non, pas du tout. Pas du tout, mais le palais ne sera pas content de savoir que je suis son ombre, non, pas du tout. Non, moi je suis fier d'être marocain, donc partout où je vais, je parle de mon pays, en le critiquant, donc les gens ils disent que c'est sérieux, donc je suis crédible. Je ne dis pas que tout va bien, je suis très en colère de voir que par exemple, ils continuent encore de faire certains ministres continuent de faire des stupidités en interdisant des journalistes, en interdisant des journaux, en interdisant des films. Ça donne du Maroc l'image d'un pays encore rétrograde
où il n'y a pas de liberté, etc. Alors que ce n'est pas vrai, il y a de la liberté dans ce pays. Mais le fait qu'un ministre de la communication, pour ne pas le nommer, interdise des journaux comme Science et Vie, mais ça ne va pas. Mais personne ne lit Science et Vie au Maroc, mais ça a fait un tel boom dans la presse française, et qu'elle dit, le Maroc, on censure Science et Vie. Le fait d'avoir jeté comme des malpropres les journalistes de Canal+, ça a fait un mal, mais un tort énorme pour le Maroc. Les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Le Maroc n'a pas laissé les gens faire leur travail. Il faut laisser aux journalistes faire leur travail. S'ils font le travail en mentant, en diffamant, vous les poursuivez en justice. Mais il ne faut pas empêcher les journalistes de travailler. Si vous le faites, vous avez toute la coopération, toute la profession des journalistes va être contre nous. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et malheureusement, j'entends tout le temps dire que le Maroc est un pays où il n'y a pas de liberté. Très court, s'il vous plaît, M. Tahar Ben Jelloul. Comment vous voyez l'avenir du Maroc? Très court. Bah, c'est un avenir, j'espère radieux, comme pour dire une formule, mais en même temps, c'est un avenir qui concerne tous les Marocains, parce qu'il faut que tous les Marocains travaillent, deviennent sérieux, arrêtent de corrompre et d'être corrompus, et surtout regardent le Maroc comme leur propre pays qu'il faut soigner, dorloter et en faire le plus beau pays du monde. Quel est votre sentiment sur ce qu'entreprend Sa Majesté Mohamed VI? Tout le monde sait que j'admire Sa Majesté et que je lui ai dit personnellement que j'aime beaucoup son travail, sa volonté, son ambition de faire de ce pays un pays moderne. Je le soutiens et je l'admire. Vous allez regarder la caméra enfin, ce sera le mot de la fin, et vous allez essayer, tenter de dire ce que vous voulez, ce qui vous passe à l'esprit, M. Tahar Ben Jelloul. Un message aux Marocains et aux Marocaines. D'abord, vive le Maroc, c'est important. Il faut que le Maroc vive. Deuxièmement, encore une fois, je répète ma même observation, que les jeunes Maroc lisent. Il faut qu'ils prennent un livre, qu'ils lisent, parce que ils lisent en arabe, en berbère, en anglais, en français, n'importe quelle langue, mais il faut qu'ils lisent, il faut apprendre les langues. Troisième point, il faut être sérieux. Quand vous donnez un rendez-vous, soyez à l'heure. Quand on vous confie un travail, faites-le sérieusement. Arrêtez de vous plaindre. Soyez exigeant avec vous-même. C'est ça le plus simple. Parce qu'on ne peut pas avancer aujourd'hui dans le monde moderne où tout le monde fait le maximum pour avancer. Et nous, on va encore continuer à vouloir faire un passe-droit, passer avant les autres. Non, ne passez jamais avant les autres. Faites la queue quand vous êtes chez la boulangerie. Faites la queue, soyez vigilants en respectant les codes de la route, la priorité, etc., etc. Ce sont des choses très simples de la vie quotidienne. Absolument. Et la démocratie commence à la maison. Il faut qu'on se respecte mutuellement. Et je le rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent ce soir dans l'entretien de Canal Atlas, Le mariage de plaisir, c'est le dernier ouvrage qui est le vôtre aux éditions Gallimard. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Tahar Ben Jelloul. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. Restez fidèles. À très bientôt. بورتري أوروبا مع نور الدين بندريوش من بروكسل. Je m'appelle Bendriouch Nourdine, je suis le patron de restaurant Limir, restaurant qui a été créé depuis les années 93. Je suis venu travailler ici, j'étais étudiant à Liège, j'ai travaillé ici à Bruxelles dans un supermarché en face de ce restaurant-là pendant 5 ans. Il y a beaucoup de clients européens qui nous demandent, comme ils savent qu'on est d'origine marocaine, ils demandent toujours où est-ce qu'on peut aller manger un couscous, un plat marocain. Et moi c'était l'occasion, j'ai trouvé ce local-là, que j'ai commencé un petit local avec 13 tables. Au début, ça marchait très bien, on voit bien que ça marche tellement. On a grandi, on a acheté à côté, on a fait une tente maghrébine à côté. Et voilà, et alhamdoulilah, ça marche très bien. On a beaucoup de clientèle aussi, marocains, qui sont très contents. Et jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, on a bien réussi notre vie, quoi. Je le décris comme quoi que c'est un travail comme quoi on fait d'abord, on est des ambassadeurs pour le Maroc. On fait des plats marocains, des tagines, des couscous, des grillades que les Européens ils apprécient tellement. Et c'est un restaurant qui marche très très bien. Des fois le week-end, on fait presque 180 à 160 couverts et il n'y a pas de place. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de Marocaines, d'origine marocaine qui viennent.
et qu'ils apprécient vraiment le repas marocain, quoi. Ce qui m'a motivé, c'est qu'au début, on est venu pour faire des études et ça ne marchait pas. Ben, on a travaillé un peu chez des patrons et après on s'est dit, tiens, il vaut mieux faire une affaire soi-même. On a choisi la restauration parce que dans le temps, j'ai travaillé comme plongeur, juste dans un restaurant comme étudiant. Et je vois bien que ça marchait tellement bien, ben, j'ai dit pourquoi pas, j'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant. Et voilà, le but, il est là, alhamdoulilah. Franchement, on n'a pas d'obstacle depuis le début. C'est ça qu'on demande ici à ce pays-là. Dès que tu veux, tu arrives toujours. Si on veut, on arrive toujours. Alhamdoulilah, depuis le début, on n'a pas de problème, pas d'obstacle. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Les projets pour plus tard, on aimerait bien faire quelque chose au Maroc, un très beau restaurant. Franchement, on a essayé, on a déjà commencé les travaux pour faire un café déjà. Et vu qu'on n'a pas le temps pour s'occuper, on a beaucoup de boulot ici, on ne sait pas être là sur place. Mais le problème au Maroc, il faut être sur place pour tout. Pour réussir, il faut être sur place pour gérer tout ça. Sinon, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Le conseil que je donne à la génération future, moi je dis on est dans un pays de droit. Je comprends, moi on est venu à l'âge de 20 ans en Belgique, on était jeunes. Mais alhamdoulilah, on a réussi parce qu'on a dû travailler. Mais ici, il y a moyen des jeunes qui se mettent, ils ont beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilité s'ils veulent réussir. Hein. Mais il faut travailler, il n'y a pas de miracle. Hein. On ne réussit pas comme ça, il faut travailler dans la vie. On a travaillé, ça fait 23 ans et on continue à travailler. On est toujours là, on travaille encore. Alors ça que je donne aux jeunes, normalement il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de facilités. L'État il aide aussi pour travailler. Moi je trouve qu'ils doivent juste le fait de travailler, c'est ça qu'il faut. Il faut travailler dans sa vie. Nordine de demain, Nordine est fatigué pour le moment, je dis franchement. Ça fait tant d'années dans la restauration, c'est pas évident. 23 ans, tenir un restaurant tous les jours, 7 sur 7. On va une fois par an en vacances. On commence un peu à fatiguer. On aimerait bien rentrer chez nous. Ça, je veux dire franchement, pour investir, hein, ça c'est sûr, pour finir notre vie là-bas, hein, que de rester ici. Ça, c'est tout le monde, tous les rêves de tous les Maghrébins. Alhamdoulilah, quand on voit le pays, ça commence à se développer, il y a moyen quoi, pour demain. Continue notre vie là-bas, alhamdoulilah. C'est ce qu'on demande ici, on arrête les investissements, on arrête tout, parce que ça ne sert à rien, franchement. Et c'est la vérité ce que je dis, c'est pas de... Parce qu'on a travaillé beaucoup ici. Ça fait quand même 23 ans, 28 ans qu'on travaille tous les jours, c'est fatigant, quoi. Et surtout dans ce domaine de restauration, 7 sur 7, midi, soir, tous les jours. Avoir la patience avec le personnel, les clientèles. Alhamdoulilah, mais après tout, alhamdoulilah, on n'a pas ce mal. L'expérience d'être défavorisé que je suis marocain, je ne crois pas, je ne l'ai pas senti ici. Parce que je suis venu dans cette commune-là depuis 1987 et je suis installé et depuis lors, je fais que de bien pour la commune, pour les gens, et alors tout le monde, ce qu'ils veulent d'ailleurs, moi je trouve les Belges, si tu réussis, ils sont contents, ils te félicitent même. Les Européens, quand tu réussis dans une affaire ou tu réussis dans ton travail, ils sont contents pour toi, ça, ils te félicitent, je trouve que c'est formidable. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas de... Déjà pour la commune, on n'a jamais de problème. Quand on demande une autorisation, il est là. Quand on demande quelque chose, ils sont là. Je trouve qu'on n'a pas de problème, franchement, jusqu'à maintenant. Je n'ai pas senti quelque chose qui m'a freiné, quoi. La personnalité que j'apprécie le plus, c'est notre ministre, Fadila Hanami. Franchement, là, j'ai apprécié parce que c'est une cliente aussi chez moi qui vient avec des personnalités aussi ici. Mais je l'apprécie vraiment parce que le parcours qu'il fait comme étant que marocaine, quoi. Les personnalités qui viennent, il y en a quand même pas mal. Il y a des joueurs de football, comme mon ami, là, un grand ami à moi, c'était Mbarak Boussoufa d'ailleurs. Il y a Nabil Dirar, il y a des personnalités belges aussi dans le football, il y a des ministres. On voit de tout, de l'ouvrier jusqu'au ministre, quoi. Alhamdoulilah, on est bien connus là, dans ce côté-là. C'est l'occasion de passer un bonjour à toute la famille, à tous mes amis, Saïd Bendriwesh, à mon frère Mustafa, à ma soeur Nizar, à ma soeur Halima, à toute la famille, tous les amis, quoi.
بكم معنا في أطلس شو. اليوم من استديوهاتنا بالرباط كنستضيفوا الفنان سايمون سايس. نقولوا الماضي في السويد، ماشي غير في السويد، تقريبا عرفتوا الاغنيه كريمه دارت العالميه. خرجت مع بي ام جي انترناشونال، فوندو بلوس كو 7 مليون اكزومبلير او موند انتي افيك بي ام جي، ومع يونيفرسال ريكورد، وعاد مع سميتو انرجي راديو انرجي. واليوم كان واحد البريك لسايمون سايس، غير بريك ديال الموسيقى لمشاكل شخصيه ومشاكل اجتماعيه. دابا كاين واحد الرجوع ديال اغنيه غنهديها للمغاربه اللي هي ان ستيل جديد، ماشي جديد سي دو لا دانس مي لو ستيل، يعني لا فاصون اللي غنأديها غتكون اغنيه بالانجليزيه، غتكون سوسيال وبالانجليزيه وبالعربيه. تنهضروا على السوسيال يعني على المشاكل الاجتماعيه، تنهضروا عاوتاني في مشاكل ماشي المشاكل يعني الحب، وعاد بالانجليزيه لان الشركه ديالي قالت لك هذه خاصها نتراديوها لونجلي، لان ان شاء الله غتكون هي لو هيت ديال السامر جاي ان شاء الله. والقريب غادي ندير الفيديو كليب ديال هاد الاغنيه الجديده اللي هي بليز دونغو. واش باقي وعاد واش باقي ما غاديش نتقدموا، وباقي واش باقي ما غنتحضروش. الاغنيه اللي واش باقي ما غنتقدموش وغنتحضروا يعني تنمعني بها المجتمع العربي وليزافريكان، لان حنا كقاره افريقيه وعالم عربي خصنا نزيدوا لقدام. كفى هاد الشيء تيوقع في العالم، حروب والمشاكل، الشباب ديالنا عياو من هاد الشيء، خصنا نقولوا كفى لهاد الشيء، خصنا نزيدوا لقدام. والميساج ماشي للعرب ولا ليزافريكان، الميساج للناس اللي هما في العالميه بحال المسؤولين الكبار بحال في ليزيتازوني في الروس، فهذا يعني خصنا يفهموا هاد الوقت، هادي وقت تغيرات. الشباب العربي ولا الشباب الافريكان بغا يعيشوا بحالهم بحال بلادهم في الدول اللي عشت فيها انا، وهذا بغينا نشوفوا المستوى عالي، والشباب ديالنا تبارك الله عليه مستعد، ولكن خصهم اما يعاونوا اما يخليهم حتى هما يلقاو الحياه ديالهم والمستقبل ديالهم، ونقدروا نديروا داك الشيء غير الا اتحدنا غير حنا العرب ولا ليزافريكان غنوصلوا للهدف ديالنا. الا خلاونا هما ولا بغا يعاونوا مرحبا، ما بغاش يخليونا، وراه ان شاء الله غنزيدوا لقدام. هذا هو الميساج ديال هذه الاغنيه اللي درت دابا. المشاهدين تنقول لهم سايمون سايس ما تخلاش عليكم، سورتو الجمهور الكبير ديال كريم رايك حماق عليك في الشارع، فين ما مشيت، فين غبرتي ما غبرتش. انا شوي بروفيسيونيل، جو ترافاي افيك لي بروفيسيونيل، جو ترافاي با افيك نامبورت كوا ونامبورت كي، لان الفن رساله نبيله، والفن خصو يتعطى للمجتمع الراقي، ماشي غير نبقى نخربقوا ولا باك صاحبي ولا تنعرف فلان ولا بنت فلان ولا ولد فلان. سا سي اناف اتس اناف هاد العقليه هذه. وان شاء الله 2007 انا غنوريكم كاين اغاني جايه ان شاء الله. راه عاد عاوتاني قلت غادي نرجع، لان بقى فيا هذا الجمهور ديالي اللي هو جمهور لحد الان لا يحصى. انا تنوعدكم اغاني جديده جايه ان شاء الله. 2007 غيكون ديال الجمهور ديال كريمه بواحد المستوى عالمي ومحلي. كاين الاغنيه هذه اللي غتخرج دابا، كاينه واحده اخرى ديال واش هي اللي عاد داز دابا بالقفطان، هذا غيعجب المغاربه ان شاء الله. وعاد كاينه واحد الاغنيه اللي هي جو مادريسي لواحد المسؤولين، واش باقي شي حاجه في الكامله. فوالا. اولا تنقول هاد الشباب والجمهور الجميل، انا اطلس قناه اطلس ماشي اول مره تندوز فيها، درت فيها في باغي. اول ما كريمه دارت بوم في العالميه كانوا استقبلوني، وكان واحد السبيكتاكل احسن ما شفت في باغي. وتنشكر قناه اطلس والديريكتور ديالها اللي هما تيشجعوا الجاليه المغربيه، وتنقول للناس ديال الجاليه المغربيه سي لو مومون، عاونوا البلاد، عاونوا هاد الشباب اللي عنده دي زيدي، اللي عنده شي حاجه اللي تعلم وداك الشيء يجيب لهاد البلاد هذه، لان راه حنا اللي خصنا نبنيوها. الا عولنا على واحد اخرين سي دوماج، غنبقى ديما اللور. سي لو مومون ديال الناس اللي في الجاليه المغربيه. سايم تيهضر معكم، وتنعرف الحب اللي تتبغيو كريمه وتتبغيو الفنانه. انا تنقول لكم عاونوا الشباب وعاونوا هاد لي جو اللي في المغرب. شكرا. راني كان حماق عليك، راني كان هبل عليك، راني كان حماق عليك، راني كان هبل عليك، راني كان حماق عليك، راني كان حماق عليك، راني كان هبل عليك، راني كان حماق عليك، راني كان حماق عليك، راني كان هبل عليك.
is. راني كان حماق عليه راني كان هبل عليه راني كان حماق عليه راني كان حماق عليه راني كان هبل عليه راني كان هبل عليه راني كان حماق عليه راني كان حماق عليه راني كان هبل عليه راني كان هبل عليه دايما كنا راني كان حماق عليه دايما كنا راني كان هبل
بورتري أمريكا مع عبد السلام الإدريسي من نيويورك. Mon nom c'est Abdeslam Idrissi El Bouzaidi. Il m'appelle ici Abdeslam Idrissi. Je suis du Maroc, du nord du Maroc, d'une ville qui s'appelle Taounet. Elle est montagneuse, belle et small et petite. Lorsque j'ai fini l'éducation primaire et secondaire à Taounet, je suis allé à Rabat, à l'université des sciences Mohamed V. J'ai eu ma licence en biologie. Et juste après, je suis parti aux États-Unis. C'était en 1989, lorsque j'ai quitté le Maroc. Je suis venu ici, of course, je ne parlais pas l'anglais. J'ai passé une année l'apprentissage de la langue. Puis je me suis inscrit à Brooklyn College pour ma maîtrise en neuroendocrinologie. Et après, un doctorat d'État en physiologie et neurosciences. J'ai travaillé pour 2 ans à New York State Institute for Basic Research. C'est un institut qui fait la recherche sur l'insuffisance mentale. Et après ça, je suis venu ici, College of Staten Island of the City University of New York, comme assistant professeur, puis un professeur. Je suis maintenant professeur et chef de département. Comme je l'ai dit, il y a 23 départements. Biologie est relativement grande, avec 32 professeurs et je pense 5000 étudiants qui sont inscrits pour un diplôme de biologie. J'ai aussi un laboratoire, supervise un laboratoire. Ma recherche concentre sur l'autisme, Fragile X, la taurine, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Il y a beaucoup de responsabilités, bien sûr, étant un chef de département, mais la plus importante, c'est chaque année, les professeurs doivent être reappointed. Je ne sais pas en français le terme, reappointed. Je fais l'emploi de tous les cours. On a plus de presque 300 lectures que je dois arranger, le schedule, l'emploi, tous les problèmes des étudiants. J'ai 2 vice-chefs du département, 2 gens, mais éventuellement je dois m'occuper de ces problèmes. Il y a beaucoup de meetings, of course, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Chaque semaine, il y a tous les chefs de département. Puisque c'est un grand département, bien sûr, il y a une grande responsabilité. Je suis un neuroscientiste, neurosciences. Je donne des cours de neurosciences, la neuroscience développementale ou les principes de neurosciences. J'alterne, un semestre comme ça, un semestre comme ça. J'ai un laboratoire que je supervise. C'est très difficile de coordonner les 3, mais personnellement, j'aime bien enseigner. J'aurais pu ne pas enseigner du tout, mais j'aime cet aspect de ma profession. Alors j'enseigne un cours par semestre, je fais les responsabilités de chef de département et j'ai beaucoup d'étudiants que je supervise pour faire les projets que je t'ai parlé.
J'avais pas l'intention d'être un chef de département parce que c'est un poste administratif, si tu veux. Mais mes collègues, le chef de département est élu ici. Tous les professeurs m'ont nominé et voté que je devienne chef de département. Parce que j'ai pas voulu être chef de département, ça pose la responsabilité. Parce que les gens m'ont élu d'être un chef de département, donc je dois être à la hauteur de cette responsabilité. Je suis dans une position qui est d'influence à l'interface entre l'administration et les professeurs. Et dans cette position, je peux faire des empreintes positives et faire des choses positives pour les étudiants, certainement. Maintenant, nous sommes dans mon laboratoire qui est situé dans le bâtiment des sciences, dans le département de biologie. Nous sommes sur le 3e étage, c'est la neuroscience au 3e étage. Et les étudiants que vous avez rencontrés sont à différents niveaux, la licence, la maîtrise, le doctorat. Et ils travaillent sur divers projets, l'autisme, la moelle épinière, l'épilepsie. Ce sont des choses que mon laboratoire est intéressé. Puisque je suis préoccupé avec le département, alors les étudiants ils participent à des projets divers que se déroulent dans le laboratoire. Mon rôle principal est j'encadre ces étudiants, je discute, on a des meetings chaque fois par semaine, je donne la direction dans laquelle ils doivent faire les recherches. Je peux personnellement les montrer des techniques qui sont performées ici au laboratoire. Une fois l'étudiant est capable de faire des expériences, l'étudiant est encadré par exemple par Françoise ou par Salim, ou par quelqu'un à un niveau supérieur que l'étudiant. Par exemple, l'étudiant vient de commencer à travailler ici la semaine dernière, il doit apprendre toutes les techniques, ça il va être encadré par un étudiant qui fait le doctorat, mais je reste le supervisor de l'opération totale. Chaque fois que je fais un projet au Maroc, il y a des objectifs. Il y a des conférences que j'organise presque chaque année qui adressent l'objectif est de sensibiliser les gens à les varieuses maladies, les diverses maladies qui sont au Maroc. Je t'ai dit plutôt l'autisme, le cardiovasculaire. Et l'objectif est d'apporter des experts mondiaux au Maroc pour établir des collaborations avec les chercheurs, professeurs marocains avec ceux d'autres pays. L'autre aspect de cette collaboration, j'ai établi un programme de 8 semaines, là où je prends les étudiants au Maroc pour 8 semaines. Et l'objectif de ce programme, il s'intéresse aux étudiants qui sont de minorité, financièrement, socio-économique. Et l'objectif est de prendre ces étudiants au Maroc. Ils font de la recherche, et les research intensive, ils font de la recherche pour 8 semaines. Et les week-ends, ils visitent des places diverses, des villes au Maroc. Comme ça, ils s'intègrent et l'expérience de la culture marocaine, first hand. And again, les étudiants, ils vont être quelque chose dans le futur. Lorsque arrive leur carrière, ils vont toujours remember Morocco. Comme
je grimpe l'échelon professionnel de ma carrière, je sens que je dois donner au Maroc. Le Maroc m'a beaucoup donné. M'a donné l'éducation. Il m'a donné une éducation, une base très solide qui m'a permis de réussir lorsque je suis venu aux États-Unis. Alors, des gestes pareils me donnent l'opportunité à donner quelque chose, à redonner quelque chose au Maroc. Parce que le Maroc, il m'a tant donné. Et ces initiatives des initiatives pareilles sont très encouragées par le gouvernement marocain. Et c'est d'ailleurs la vision de Sa Majesté le Roi, qui a énoncé à plusieurs discours. Il s'intéresse les Marocains qui sont à l'étranger. D'ailleurs, le Maroc est parmi 7 pays qui ont un ministère des Marocains résidant à l'étranger. 7 ou 8 pays. Il y a une attention spéciale à les expatriates marocains. Lorsque j'apporte une initiative pareille, elle est bien reçue de l'autre côté du Maroc. Et c'est mon rôle, donner back, give back. L'intérêt pour l'étudiant, la meilleure façon d'être exposé à une culture est de vivre dans les gens de cette culture. Je peux rester tout de dire à propos du Maroc, mais si tu ne visites pas le Maroc, tu ne vas pas really comprendre de quoi il s'agit. 8 semaines, c'est long enough, c'est un bon temps pour les étudiants d'être immersés dans la culture marocaine. Et ces étudiants vont être quelque chose plus tard lorsqu'ils dans leur carrière, ils vont toujours remember Morocco. Ils vont jamais oublier le Maroc. C'est l'idée principale de ce projet.